Alors, effectivement, ça peut être un sujet, qui peut être clivant parce que la différence fait peur. L'autre, il est inconnu et encore plus quand il ne me ressemble pas. C'est pour ça que j'ai voulu, vous proposer une conférence sur ce sujet. Encore plus parce que, même si j'ai suivi aucune formation académique, je travaille et je vis au quotidien avec des personnes en situation de handicap depuis 1 an et demi. Je suis ce qu'on appelle une assistante de vie. Donc, je ne prétends pas porter la parole de toutes les personnes en situation de handicap, mais par mon expérience et mon vécu, j'ai acquis un savoir-faire et un savoir de vie sur le sujet du handicap. Donc je souhaite vous transmettre certaines notions sur le sujet. Donc c'est une initiation et j'ai aussi envie de participer à l'évolution des représentations qu'on se fait, des handicaps et de vous partager quelques conseils qui peuvent être applicables dans la vie quotidienne. Je vais commencer par vous faire un bref historique pour contextualiser la question. Alors ça sera bref parce que le sujet, des handicaps dans l'histoire, ça mérite une conférence à lui tout seul, donc peut-être, plus tard dans l'année. Il faudra garder en tête que le curseur du handicap, est mobile selon les lieux et les époques, selon les progrès médicaux et les avancées technologiques. En effet, une personne qui subit une fracture du tibia, par exemple, de nos jours, aura sa fracture réduite et maintenue quelques mois de gêne. Alors qu'il y a plusieurs siècles, la fracture n'aurait pas été réduite, l'os se serait consolidé anarchiquement, pouvant causer une boursouflure osseuse, une diminution de la longueur de l'os et ainsi une perte de motricité avec un risque de boiterie, donc un handicap. Il faut garder en tête que ce qui peut nous paraître comme non handicapant aujourd'hui peut l'avoir été pour les hommes du passé et inversement. Alors les personnes avec un handicap, j'utilise le terme handicap là, par confort, mais à l'époque il n'existe pas ce mot-là. Donc les personnes avec un handicap existent dans l'histoire depuis la nuit des temps. Il y a des exemples de dieux différents dans beaucoup de mythologies antiques. Donc par exemple Bès, qui est un nain protecteur des accouchements chez les Égyptiens. On a aussi Héphaïstos, le forgeron boiteux en Grèce, Tirésias, le devin aveugle, etc. Et notre connaissance, c'est en se basant sur cette iconographie et sur les sources littéraires que notre représentation des handicaps dans l'histoire s'est construite. L'infirmité est considérée comme un signe du divin. Ainsi, par exemple, dans l'Antiquité gréco-romaine, un nouveau-né présentant des anomalies est un avertissement des dieux à la société en train de dévier. L'enfant est alors exposé, c'est-à-dire emmené hors de l'espace social, où il est laissé au bon vouloir des dieux. Il en va de la santé de la société, comme peuvent l'illustrer les propos de Sénèque, un auteur latin et conseiller impérial du 1er siècle de notre ère. Nous étouffons les petits monstres, nous noyons même les enfants quand ils sont venus chétifs et anormaux. Ce n'est pas la colère, c'est la raison qui nous invite à séparer des éléments sains les individus nuisibles. Au Moyen Âge, l'ambivalence persiste. Les infirmes, les lépreux, les pauvres, les mendiants sont tous mis dans le même panier. Ils font peur. La société les met au banc et met en place une stratégie d'enfermement. C'est ainsi qu'apparaissent ces hospices. Certains, jugés difformes ou simples d'esprit, sont employés comme bouffons. La différence fait rire. Mais en même temps, il y a toujours cette notion de protection du divin. Les infirmes ont un rôle d'intercession auprès de Dieu. Par exemple, dans l'Hospice des 80, qui a été fondé vers 1260 par Saint Louis, les aveugles étaient accueillis, logés, nourris, blanchis, et en échange, ils devaient prier pour le salut des donateurs. Cet hospice est aussi l'une des premières manifestations de la prise en charge des handicaps par l'État. Le sujet ne repose plus seulement sur des particuliers ou sur l'Église, mais devient une préoccupation publique. Le siècle des Lumières
pose le principe de l'égalité des droits entre les hommes. Par exemple, Diderot, dans sa lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient, en 1749, démontre que l'éducation et l'instruction donnent la même valeur à tous les êtres humains. L'acceptation de la société, l'acceptation par la société même, de la personne avec un handicap est liée à son éducation. C'est dans ce contexte que Charles-Michel de Lespée, dit l'abbé de Lespée, ouvre, au début des années 1760, une école pour les sourds, qui favorise l'éclosion et la diffusion de la LSF, donc la langue des signes française. Ce n'est pas l'abbé de Lespée qui l'a créée, elle existait déjà, mais il a créé un lieu qui permet aux sourds de se rencontrer, et ce qui fait que ça a permis la naissance, entre guillemets, de la langue des signes française. Valentin Haüy le suit une dizaine d'années après, en fondant une école pour les aveugles, après avoir été choqué des moqueries du public à un spectacle de jeunes aveugles. Donc, résurgence du rôle de bouffon, de monstre qu'il y avait les siècles précédents. Valentin Haüy n'avait pas pour unique but d'instruire les élèves par les matières scolaires, lecture, etc., mais aussi de leur apprendre un travail manuel comme la filature, afin de pouvoir les insérer économiquement dans la société. À noter pour l'abbé de Lespée qu'en 1791, soit 2 ans après sa mort, l'Assemblée nationale le reconnaît comme bienfaiteur de l'humanité et décrète que les sourds bénéficient des droits de l'homme et du citoyen. Cela signifie aussi qu'auparavant, ils étaient exclus de la société, ils n'étaient pas citoyens. Donc ça, c'est la vision qu'on peut avoir par les sources iconographiques ou textuelles. Et au 19e et 20e siècle, voit le développement de méthodes scientifiques pour comprendre les humains du passé. Donc, via l'archéologie, l'anthropologie ou la paléopathologie. Comprendre l'histoire des handicaps passe désormais par l'étude des squelettes et des sépultures. La paléopathologie, donc, qui est inventée en 1913 par Sir Mark Amand Ruffer, c'est la science des maladies dont on peut démontrer l'existence sur les restes humains et animaux des temps anciens. Pour faire plus court, c'est l'étude des maladies du passé. Mais les premières études paléopathologiques concernent surtout des cas prestigieux. Donc, par exemple, la momie du roi Siptah, que Mark Amand Ruffer a diagnostiqué, auquel il a diagnostiqué un pied-bot congénital, par exemple, ou concerne aussi des records, c'est-à-dire, par exemple, la plus ancienne trépanation connue. Ces études ne s'intéressent pas encore à l'individu, elles ne s'intéressent qu'à la maladie, pas comment l'individu vit sa situation de handicap et ses conséquences. Donc là, on peut voir par exemple le crâne de la plus ancienne, enfin qui a subi la plus ancienne trépanation connue à ce jour. Fin du XXe siècle, les Disability Studies voient le jour via les milieux militants anglo-saxons. Ces premières réflexions sociologiques relatives à l'histoire des handicaps se combinent aux travaux de l'archéologie funéraire qui, depuis une trentaine d'années, commence à apporter un regard différent sur les handicaps dans le passé. L'individu est désormais pris en compte dans son ensemble. Il est étudié dans sa société, dans son contexte. Le diagnostic reste important, mais l'étude va jusqu'à l'individu, jusqu'à ses différences et jusqu'à sa place dans le groupe. En effet, appliquer des rites funéraires d'usage à un corps différent signifie que la société considère son existence puisqu'elle lui garantit un traitement et une protection post-mortem, donc, entre guillemets, une éternité. Pour l'exemple, voyageons jusqu'à la grotte de Cima de los Huesos, en Espagne, qui serait une des premières manifestations de rites funéraires.
Ce site regroupe des milliers d'os humains vieux de 430 000 ans environ. Donc les recherches génétiques sont encore en cours, mais ça pourrait correspondre à des hommes de Néandertal. Sur ce site, il y a une trentaine d'hommes, de femmes, d'enfants. Et parmi eux, un homme de 45 ans. Sur le pelvis duquel, donc, le pelvis que vous voyez à l'écran, sur ce pelvis ont été identifiées 3 maladies, dont celle de Baastrup. C'est une maladie dégénérative qui est de type rhumatismal. Donc ça implique que cet homme-là avait des douleurs et des difficultés de locomotion. Peut-être l'usage d'une canne. En tout cas, il avait du mal à se déplacer. Donc il ne pouvait plus chasser. Et pourtant, il est parmi les plus vieux du gisement. Et le traitement funéraire de son corps est le même que pour les autres corps dits normaux. Ce qui amène à penser que sa communauté prenait soin de lui. Il y a déjà les prémices de ce qu'on appelle la paléocompassion. Le, le handicap est pris en compte et même s'il est déficient, l'homme, la communauté s'occupe de lui. On reste 19e, 20e siècle puisque ça correspond aussi à l'apparition du mot handicap. En effet, dans un contexte de révolution industrielle, les accidentés du travail se multiplient. Alors, il existe plusieurs théories sur l'étymologie de ce mot handicap, et celle qui revient le plus souvent fait remonter à un système de troc anglais, ou de jeu selon certaines versions, qui daterait du XVIe ou du XVIIe siècle. Le hand in cap, ou main dans le chapeau, consistait en un troc de biens, sous contrôle d'un arbitre, qui permettait de rétablir une égalité de valeur entre ce qui était donné et ce qui était reçu. La personne qui recevait un objet de valeur supérieure devait mettre dans un chapeau une somme d'argent pour rétablir l'équité. Le mot, qui est désormais contracté, se retrouve ensuite au XIXe siècle, dans le monde sportif, et surtout dans celui des courses de chevaux. Des difficultés supplémentaires étaient imposées aux meilleurs jockeys et chevaux pour égaliser les chances des concurrents dans les compétitions. Donc, par exemple, courir sur une plus grande distance, porter des poids, des choses comme ça. Donc on est toujours sur un thème de égalité des chances, égalité de valeur. Alors au début du XXe siècle, le mot acquiert un sens plus négatif. Il n'y a plus cette égalité des chances, mais cette discrimination, ce désavantage. Par contre, la notion de handicap est de mieux en mieux reconnue. Donc on a l'apparition d'associations comme l'APF, les Paralysés de France, en 1933, et plein d'autres qui vont suivre. Il y a aussi des systèmes de protection qui sont mis en place, comme la sécurité sociale en 1945. Et les recherches et progrès scientifiques font que le handicap est enfin mis en relation avec le domaine médical, ce qui n'était pas le cas avant. La seconde moitié du XXe siècle, elle, voit la question du handicap prendre plus d'importance au niveau politique. Dans les années 1970, le mot handicap remplace dans le vocabulaire les termes utilisés auparavant, comme infirme, invalide, etc. En 1973, un secrétariat d'État à la personne handicapée est créé. Cette période-là, c'est aussi la période des lois en faveur du handicap, et plus précisément en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société. Donc, il y a par exemple la loi du 23 novembre 1957, où il y a la notion de travailleur handicapé qui apparaît. On a aussi la loi du 10 juillet 1987, où là est fixé un quota de travailleurs handicapés dans les entreprises. Donc, pour information, c'est 6% minimum de travailleurs handicapés dans les entreprises de plus de 20 salariés. De vision médicale, nous passions à une vision sociétale.
Et en 1980, enfin, une définition officielle du handicap est donnée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc là, il y a un extrait de la définition que l'Organisation mondiale de la santé donne en 1980. C'est la première à définir et handicaper toute personne. Donc c'est la personne qui est handicapée et c'est pas encore le handicap séparé de la personne. Donc est handicapée toute personne dont l'intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l'effet de l'âge ou d'un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l'école ou à occuper un emploi s'en trouve compromise. Ça veut dire plusieurs choses, cette définition-là. C'est déjà passagèrement ou définitivement. Il parle aussi de l'effet de l'âge. Ça veut dire que chacun, ou presque, est susceptible d'être confronté à une forme ou à une autre de handicap, temporaire ou permanent, à un moment ou à un autre de sa vie. Et il y a aussi la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui est adoptée par l'ONU, Organisation des Nations Unies, en 2006, après des longues discussions, et qui, elle aussi, définit la personne handicapée. Donc, personne qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. La personne n'est plus infirme, elle a des incapacités. C'est commence à séparer la personne de son handicap. En France, on intègre toutes ces définitions par la loi du 11 février 2005 et notamment l'article 114 qui définit le handicap comme ça. Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc on retrouve cette prise en compte que le handicap peut être définitif ou seulement temporaire. Ça veut dire qu'une personne avec un plâtre, même si c'est que pendant 3 mois, ben, pendant 3 mois, elle va être aussi handicapée. Mais se rajoute autre chose, c'est que le handicap est défini par rapport à l'environnement. Ce n'est plus un attribut de la personne, mais c'est une interaction, c'est lié à une interaction entre l'état de santé de cette personne et un environnement donné, à un contexte particulier. Par exemple, une personne allergique à la farine, si elle travaille dans le bâtiment, elle ne rencontrera pas de problème. Mais si elle est boulangère, elle va se retrouver en difficulté et aura donc un handicap. Je peux vous citer un autre exemple, les restaurants dans le noir. Ce sont les clients qui se retrouvent en difficulté, privés de leur sens visuel. Ils ne savent pas où est la fourchette, etc. Alors que les serveurs, malvoyants ou non-voyants, se déplacent sans problème car ils sont chez eux dans un environnement connu. Ainsi, ce n'est pas uniquement l'état de santé de la personne qui compte, mais la gêne qu'elle peut rencontrer dans une situation donnée. Cet article aussi nous montre que le handicap regroupe une grande variété de déficiences. Il élargit le champ des handicaps. Jusqu'ici étaient visibles que les aveugles, les déficients intellectuels, les handicaps physiques.
Apparaissent alors une reconnaissance des handicaps psychiques et même des maladies invalidantes, termes que je vais définir par la suite. Aujourd'hui, dans le monde, c'est plus de 1 milliard de personnes qui ont un handicap. Ça veut dire une personne sur 7. En France, c'est 12 millions de personnes, selon les dernières statistiques. Donc, le chiffre date de janvier 2019 sur le site du secrétariat d'État aux personnes handicapées. 12 millions de personnes, ça représente environ 20% de la population. Un Français sur deux sera confronté à une situation de handicap, temporaire ou permanente, au cours de sa vie active. Donc ça peut vraiment toucher tout le monde. Surtout qu'il y a deux moyens, entre guillemets, de devenir handicapé. Soit on l'acquiert dès la naissance, donc soit dans le ventre de la mère, soit lors de l'accouchement, soit dans les premières heures après l'accouchement. Donc ça, c'est le handicap congénital. Mais il y a aussi les handicaps qu'on dit acquis. Donc suite à un accident, typiquement les accidents de la route, suite à une maladie ou tout simplement en vieillissant. Pour information, 85% des handicaps surviennent à l'âge adulte. Donc ces trois là, accident, maladie et vieillissant, ça occupe 85% des handicaps. Alors les handicaps ont été classés par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, en 5 catégories. Alors là, c'est le gros du pavé. Donc il y a les handicaps moteurs. Vous voyez, il y a 3 icônes parce que handicap moteur, c'est tout ce qui concerne la motricité, aussi bien des membres supérieurs, donc les bras, que inférieurs, donc les jambes. Ça veut dire que la personne atteinte de handicap moteur aura des difficultés pour se déplacer, pour conserver ou changer une position, rester debout par exemple, pour prendre ou manipuler un objet, pour effectuer ou coordonner certains gestes. Certaines vont aussi avoir des difficultés à parler, puisque le handicap moteur peut aussi toucher la mâchoire et tout l'appareil phonatoire. Donc, ça peut se retrouver aussi à ce niveau-là. Dans l'imaginaire collectif, handicap moteur rime avec fauteuil, mais ça peut être aussi des personnes avec des cannes, avec des béquilles, avec des déambulateurs, des personnes amputées. C'est très, très varié. Les personnes en fauteuil ne représentent que 2 à 3% des personnes handicapées. C'est vraiment très peu. La deuxième catégorie, c'est les handicaps sensoriels. Donc, c'est difficultés liées à tous les organes sensoriels. Mais il y en a 2 en particulier, la vue, donc les personnes aveugles ou malvoyantes, qui ont des difficultés à voir, à lire, à écrire, à se déplacer. Et l'ouïe. Alors, il faut avoir en tête que la perte auditive totale est rare, que beaucoup de sourds ont des prothèses qui amplifient les restes auditifs, et c'est comme ça qu'ils peuvent entendre, entre guillemets. Et surtout, tous les sourds ne sont pas muets. Beaucoup peuvent vocaliser parce qu'ils sont une très faible partie à avoir le handicap de la surdité dès la naissance
beaucoup l'ont acquis au cours de leur vie. La troisième catégorie, c'est le handicap psychique ou comportemental. C'est un handicap pas, qui était invisible dans l'histoire. Ça concerne tous les troubles mentaux ou qui résultent d'une maladie psychique, en vrac, névrose, psychose, dépression, addiction à la drogue, tout ce genre de maladies qui se traduisent par un dysfonctionnement de la personnalité. Les capacités intellectuelles sont pas forcément atteintes, mais va y avoir des troubles de l'humeur, du comportement. Ça va être, difficile pour cette personne de maintenir une stabilité de sa pensée, de sa conscience, de sa vigilance et de sa perception de la réalité. Le quatrième, c'est le handicap mental ou intellectuel. C'est une difficulté à comprendre et une limitation dans la rapidité des fonctions mentales. Donc, cette personne-là va avoir des problèmes sur le plan de la compréhension, de l'acquisition de connaissances, de la cognition. Donc, ça concerne tout ce qui est la mémoire, l'attention, la visualisation et l'imagination. Et la dernière catégorie, qui est enfin reconnue, qui pareil était invisible dans le reste de l'histoire, c'est les maladies invalidantes. Donc dans cette catégorie-là, on peut mettre plein de choses. Ça va être toutes les maladies respiratoires, digestives, parasitaires, diabète, sida, cancer, allergie. C'est le petit symbole de la main, l'allergie. Maladie cardiaque, le petit bonhomme bleu. Alzheimer, Parkinson, même les maladies de dos, donc le petit bonhomme jaune là, ou l'épilepsie. Ces personnes-là peuvent avoir des difficultés à se déplacer, à supporter l'effort physique ou à soutenir un effort tout simplement. Elles sont très fatigables en général. Par contre, les maladies invalidantes peuvent être momentanées, permanentes ou évolutives. C'est-à-dire commencer très faiblement au point de se développer et d'entraîner d'autres handicaps, par exemple entraîner un handicap moteur. Dans tous ces handicaps que j'ai cités, toutes ces grandes catégories de handicaps, 80% des handicaps sont invisibles. On remarque souvent le handicap moteur, parce que la personne a soit une aide, un fauteuil, une canne, soit elle boite. Mais le handicap sensoriel, comme la surdité, ça ne se remarque pas. Les troubles du comportement, quand vous voyez une personne au premier regard, vous remarquez pas qu'elle a ce handicap-là. Diabète, problème de dos, tout ça, ce sont des handicaps invisibles. Alors, lorsque nous sommes en présence d'une personne en situation de handicap, c'est humain, parce que souvent nous avons peur de mal faire, nous avons peur de la blesser. On peut se dire, est-ce que je vais faire une bêtise? Est-ce que je vais dire une bêtise? Est-ce qu'elle va se vexer si je lui parle de ses handicaps? Est-ce que je vais passer pour quelqu'un de trop curieux? Dans le meilleur des cas, nous tournons autour du pot, et dans le pire, nous préférons nous abstenir de leur parler. Et ça, c'est pire, parce que ça revient à l'ignorer. Ça revient à dire que cette personne est invisible et inexistante.
alors que tout cela n'est qu'à cause d'un manque d'information. À la base, nous sommes tous humains, nous avons tous les mêmes besoins. Bon, certains connaissent peut-être la pyramide de Maslow, qui est remise en cause parce qu'il n'y aurait pas une hiérarchisation des besoins, ils seraient tous sur un même plan. Mais nous avons tous besoin de sécurité, nous avons tous besoin d'estime de nous-mêmes, nous avons tous besoin d'autonomie, nous avons tous des besoins affectifs. Tout ça, c'est des mots que les personnes en situation de handicap entendent souvent, surtout le mot autonomie, vraiment. Et ça reflète la seule différence entre ces personnes-là et nous. En fait, la seule différence, c'est l'autonomie qu'elles peuvent avoir dans certaines tâches, leur capacité. Ça veut aussi dire que nous pouvons tous être handicapés par une situation. Nous pouvons tous avoir des difficultés à ouvrir un bocal, tandis que le voisin, lui, aura des difficultés à mettre ses lacets. Et pour aider ces personnes-là à répondre à leurs besoins quand elles ne sont pas en capacité, pour compenser leur incapacité, entre guillemets le terme incapacité, divers moyens peuvent être mis en place. On peut apporter une compensation humaine. Soit la personne apprend et elle essaye de faire un court-circuit, d'apprendre un nouveau savoir-faire pour compenser son incapacité. Soit une autre personne vient l'accompagner. Donc c'est par exemple le rôle des assistantes de vie. On peut aussi mettre en place une compensation matérielle. Donc là, c'est tout ce qui est fauteuil, les cannes pour les non-voyants, euh, l'agenda qui peut aider à la mémoire, les plannings qui peuvent aider aux troubles de l'organisation. Il y a plein d'outils ou de matériel qui peuvent être mis en place. Et dernier moyen de compenser, c'est par l'organisation, organisationnelle. Donc là, ça va plutôt se voir dans le travail, où on peut mettre en place des temps partiels thérapeutiques. On peut aménager le poste, aménager les tâches. Donc c'est avoir en tête que nous avons tous les mêmes besoins. C'est une notion fondamentale parce que les personnes en situation de handicap ont appris à vivre avec leur vulnérabilité et souvent, elles sont force de proposition déjà pour identifier leurs besoins et surtout pour chercher ensemble des solutions à mettre en place pour pallier à sa difficulté. Là où je veux en venir, c'est dialoguons. Quand on se retrouve face à une personne en situation de handicap, ben, c'est quand on se retrouve face à un humain en général. On, on va parler. Alors, si vous avez peur pour établir le contact, il y a 4 conseils qui marchent sur tous les types de handicap. C'est que le premier, la personne en situation de handicap, elle n'a pas besoin d'être surprotégée. On risque même de tomber dans l'infantilisation. Si on souhaite aider une personne en situation de handicap, il faut proposer notre aide et ne pas l'imposer. C'est-à-dire qu'on pose la question, est-ce que tu as besoin de mon aide? Est-ce que tu veux que je te fasse ça? Il y a certaines personnes qui n'osent pas demander d'elles-mêmes de l'aide et poser notre question peuvent les aider. Deuxième conseil que je peux vous donner pour la généralité, ça serait de se concentrer sur la personne plutôt que sur son handicap. On rencontre un humain avant tout.
Même si la personne utilise un dispositif matériel comme un fauteuil ou comme un appareil auditif, ou utilise une aide humaine, c'est avec la personne que vous interagissez et c'est à elle qu'il faut directement s'adresser. Je prends l'exemple d'une personne sourde qui peut utiliser un interprète LSF, langue des signes française, pour se faire comprendre et comprendre. Ben, si vous dialoguez avec cette personne-là, ça sera à elle directement qu'il faudra s'adresser et pas à son interprète. Troisième conseil, c'est important que la personne voit bien son interlocuteur pour qu'elle comprenne au mieux son langage non verbal, c'est-à-dire tout ce qui est corporel, tout ce qui est expression faciale. Et ce, pour tous les types de handicap. Donc, je vous conseille de parler en face de la personne. Donc, ça sert pour les malentendants, mais ça sert aussi pour les personnes en fauteuil roulant qui ne peuvent pas toujours se tourner, ou les personnes aussi avec un déambulateur, enfin, qui ont des déficiences moteurs. Elles peuvent pas toujours se tourner, ça peut être compliqué. Et donc, se mettre en face pour leur parler peut leur faciliter la vie. Et parler d'une voix normale, parce que nous avons tendance à parler fort ou très lentement à une personne qui a une déficience. Et en fait, c'est un comportement naturel, mais c'est un comportement qui peut être insultant ou infantilisant. Donc, parlez normalement, et si la personne a des difficultés pour vous entendre, ben, elle saura vous le dire ou vous l'exprimer. Et dernier conseil général, c'est utiliser des mots respectueux. Donc, bannir tout ce qui est, par exemple, débile, malade mental, mongol. C'est des mots qui font mal. Il y a d'autres expressions qui sont plus appropriées et respectueuses, qui sont plus longues, je l'admets. Par exemple, pour débile, c'est personne porteuse de handicap cognitif. Ne mentionnez le handicap que si c'est nécessaire, parce qu'il faut bien avoir en tête que ce n'est pas le handicap qui définit la personne. Dans tous les cas, n'hésitez pas à demander à la personne comment, comment nommer son handicap. Je vous donne un exemple. Donc, là où je suis, pour diverses raisons personnelles, donc il y a plein de personnes en situation de handicap. Chacune préfère être désignée d'une manière différente. Il y en a un qui préfère être désigné comme porteur de handicap. Il y en a une autre qui préfère être désignée comme personne handicapée. Et un troisième qui préfère personne en situation de handicap. Et chacun a ses raisons, mais n'hésitez pas à demander à la personne en elle-même. Pour résumer, les deux mots qui font le ciment de toute relation humaine, je pense, c'est l'écoute et la communication. C'est n'hésitez pas à demander. Ah, il y a des petites particularités en fonction d'un handicap. Par exemple, le handicap moteur. Donc, une personne avec handicap moteur peut recevoir des aides matérielles. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de cannes, de déambulateurs, de fauteuils. Ça peut être lit médicalisé aussi, véhicule adapté, une pince à objets, pas mal de choses. Et en général, les personnes, surtout celles qui sont atteintes au niveau des membres inférieurs, ont besoin d'aide humaine aussi pour se doucher, pour se lever, pour se coucher, faire les transferts, les transports. Tous ces, toutes ces choses que l'on fait dans la vie quotidienne sans s'en rendre compte, ces personnes-là, elles ont des difficultés, qu'elles ne peuvent pas se déplacer. Donc, elles sont un peu à la merci des autres. Et une chose qui est importante, surtout avec les personnes en fauteuil, mais ça marche aussi avec les personnes qui ont un déambulateur, c'est que le fauteuil est une partie de leur corps, en fait, de leur espace vital. Donc, ne touchez pas au fauteuil sans l'accord de la personne.
Ne commencez pas à pousser même si vous avez toutes les bonnes volontés du monde, ne commencez pas à pousser ou à vous accouder sur le fauteuil sans demander, à la personne, si vous pouvez. C'est comme si nous, on poussait nos pieds, en fait. Enfin, si quelqu'un d'autre, commençait à nous pousser nos pieds, on se sentirait mal à l'aise. Donc toujours demander si elle veut de l'aide et comment, elle veut qu'on l'aide. C'est bien aussi de se mettre à la hauteur. C'est-à-dire que si vous êtes parti pour une discussion, je vous conseille de vous asseoir pour, déjà éviter de regarder la personne de haut, mais surtout pour éviter à la personne, d'avoir le cou toujours en extension et au bout d'un moment, ça peut faire, très mal et croyez-moi, 2 séances de kiné par semaine, l'extension du cou, ça résout pas. Évitez aussi de si vous avez une personne en fauteuil, dans votre entourage, de poser des choses, qui lui sont nécessaires à des hauteurs supérieures à 1,40 m, 1,40 m, 1,30 m. Par exemple, si vous recevez, une personne en fauteuil et que vous voulez, lui poser son manteau, préférez un dossier de chaise à un porte-manteau. Il faut garder en tête que certaines personnes utilisent le fauteuil car elles sont fatigables. C'est-à-dire qu'elles peuvent marcher sans fauteuil, mais sur de courtes distances ou avec un appareillage. Donc leur démarche peut être lente. Si vous êtes amené à, côtoyer ce genre de personnes, il va vous falloir vous adapter à son rythme. Et je vous ai dit aussi tout à l'heure que, sur le handicap moteur, les muscles qui servent à parler peuvent être touchés. Donc ça veut dire que l'élocution peut être difficile. Donc, si vous êtes face à une personne qui a des soucis d'élocution, il faut simplement attendre que cette personne finisse ses phrases et c'est vrai que la tentation de les compléter à sa place est tentante. C'est pour ça que c'est une tentation. Mais, c'est ne pas l'aider. Et enfin, monter une marche ou un trottoir en béquille ou en fauteuil, ça peut être une véritable galère. Alors, s'il vous plaît, gardez les espaces, accessibles. C'est-à-dire dans la rue, évitez de vous garer sur les trottoirs et plus particulièrement sur les bateaux. Alors les bateaux, c'est des abaissements de trottoir. Le trottoir se retrouve au niveau de la route et ça se rencontre surtout au niveau des passages pour piétons. Évitez d'encombrer les passages avec, des poubelles par exemple ou autres encombrants. Pareil, si vous êtes en intérieur, essayez d'avoir quand même un espace libre, un chemin libre, pour la personne et puis aussi pour vos pieds parce que marcher sur des Legos, tout le temps, c'est pas agréable et manœuvrer un fauteuil demande de l'espace. C'est pour ça que les places de stationnement réservées PMR, donc personnes à mobilité réduite, en général, c'est des places, qui sont, peintes en bleu avec un logo, avec le fauteuil et donc c'est pour ça que ces places-là, elles sont plus larges. Donc, si vous vous garez à côté d'une place, PMR, essayez de laisser un petit peu plus d'espace latéral pour que, la personne qui puisse se garer ait plus de place pour entrer ou sortir avec son fauteuil roulant. Parce que oui, il y a des personnes en fauteuil roulant qui, conduisent. Il y a des véhicules adaptés avec, vitesse, automatique. Pour le handicap visuel, heu, donc, les personnes avec handicap visuel ont à leur disposition, en général des lunettes, des cannes blanches, des chiens d'assistance, des signaux sonores ou tactiles
Donc, par exemple, les bandes avec des petits pics qu'on trouve devant les passages piétons, c'est en relief pour les personnes en situation de handicap visuel. Il y a le braille aussi, qui est un système de lecture en relief aussi. Donc, pour ces personnes-là, n'hésitez pas à manifester votre présence. C'est-à-dire que pour entrer en contact, saluez la personne par son nom, présentez-vous et indiquez-lui aussi la raison de votre présence. De même, si vous sortez de la pièce, avertissez-la de votre départ. Parce qu'elle peut vous chercher après, parce qu'elle ne s'est pas rendue compte que vous êtes parti. Deuxième chose, n'hésitez pas à verbaliser vos gestes, comme par exemple, je vais te serrer la main, en ayant en tête qu'il faut faire attention à ne pas toucher la personne sans la prévenir, pour ne pas la surprendre. Il ne faut pas hésiter non plus à lui décrire précisément les lieux et les objets, les personnes rencontrées. Ça la fera se sentir plus à l'aise. Mais attention aussi à ne pas trop en faire. Si elle exprime qu'elle n'a pas besoin de ça, ça ne sert à rien. Par contre, il faut lui indiquer les dangers sur son parcours, surtout s'il y a des chantiers sur le parcours. Elle peut se prendre une marche, une planche dans le visage, avoir ce genre d'inconvénients. Mais par contre, quand on lui indique ce genre de choses, il faut faire attention au vocabulaire que l'on emploie. Si on dit par ici il y a un trou, ou là-bas il y aura une marche, c'est beaucoup trop vague. Il ne faut pas hésiter à utiliser les directions ou le nombre de pas, par exemple. Les personnes malvoyantes peuvent lire, alors lire entre guillemets, avec difficulté, mais si la communication visuelle est adaptée, elles peuvent décrypter des mots. Alors, une communication visuelle adaptée, ça veut dire une grosse taille de police. Ça peut vouloir dire aussi un contraste de couleurs ou des couleurs vives. Ça peut aussi vouloir dire l'utilisation d'images ou de pictogrammes pour faire passer le message. Sinon, vous pouvez aussi enregistrer une version orale de ce que vous voulez transmettre sur dictaphone. En général, les personnes malvoyantes vont préférer que vous les appeliez ou que vous leur laissiez un message vocal plutôt qu'un SMS, ce qui est logique. Pour une personne avec handicap visuel, le moindre changement dans son espace personnel peut perturber tous ses repères. Elle peut se cogner à tous les meubles ou avoir l'impression de perdre des objets. Donc c'est pour ça qu'il faut respecter ses repères en ne touchant à rien de son espace personnel, sauf si elle vous le demande et si vous vous assurez qu'elle a bien compris où vous avez déplacé l'objet, où vous avez déplacé le meuble. Et c'est aussi, si vous l'invitez dans votre espace à vous, c'est aussi faire attention à ranger pour ne pas piéger son parcours en lui ajoutant des obstacles. Et enfin, guider. Vous pouvez être amené à guider une personne si elle vous le demande ou si vous vous proposez. Donc pour guider une personne malvoyante, il faut marcher un demi-pas devant et c'est la personne qui vous tient le bras et non l'inverse. Comme ça, elle est avertie aussi bien par vos paroles que par votre langage corporel. Elle est avertie des obstacles et des changements de direction. La personne peut être accompagnée d'un chien guide. Et un chien guide qui porte un harnais, c'est un chien au travail. Donc il a besoin de toute sa concentration. C'est pour ça qu'il faut éviter de le toucher ou d'attirer son attention.
Bien sûr, si vous voulez caresser, vous demandez à la personne, qui l'accompagne, si vous pouvez. Mais ne vous vexez pas si elle vous dit non, parce que justement, ça pourrait, perturber, le chien et du coup la personne malvoyante. Pour le handicap auditif, heu, les personnes, qui ont ce handicap-là peuvent avoir des aides matérielles comme les prothèses auditives dont je vous ai parlé, les signaux lumineux aussi, ça se voit beaucoup dans les métros par exemple et les aides humaines, les compensations humaines qu'elles ont pu mettre en place, c'est la langue des signes française, mais toutes les personnes sourdes ne parlent pas la langue des signes française. Il y a aussi la lecture labiale, c'est-à-dire lire sur les lèvres. Mais ça, quand, une personne, sourde lit sur les lèvres, il n'y a que 30 qu'elle, comprend vraiment. Le reste, c'est le cerveau qui complète. Donc peut y avoir des erreurs. C'est-à-dire que, pour permettre ta meilleure compréhension, il faut, bien se placer face à la lumière, parler lentement et en articulant, afin de faciliter cette lecture labiale. Il ne faut pas surarticuler non plus parce que sinon ça peut créer des erreurs de compréhension. Mais il ne faut pas hésiter à faire des pauses et à vérifier que la personne a bien compris, soit en lui faisant reformuler, soit en lui posant une question. Pour entamer un dialogue, n'hésitez pas à attirer l'attention par des gestes. Il y a aussi la possibilité d'utiliser des jeux de lumière ou de couleurs. Donc, si l'ouïe ne fonctionne pas, le sens qui est mis en compensation, ça va plutôt être le visuel. Et ne pas hésiter non plus à utiliser l'écrit pour des indications longues, par exemple des itinéraires. Et quelque chose qui a été mis en place pour les personnes malentendantes, c'est le numéro d'urgence, le 114. C'est un numéro d'urgence par SMS qui leur permet quand même d'être en contact avec, avec, avec les pompiers. Alors, le handicap intellectuel, ça regroupe beaucoup de troubles. Donc, tout ce qui est sur la gauche, ça peut être des troubles qu'on peut rencontrer dans le handicap intellectuel. C'est très varié, très vaste, mais ça ne veut pas dire qu'une personne les a forcément toutes, enfin, a forcément tous ces troubles. Il faut s'adapter à son interlocuteur, c'est-à-dire parler tout simplement, faites des phrases courtes et simples, et n'hésitez pas à utiliser le vocabulaire que votre interlocuteur utilise. Il y a des personnes avec handicap intellectuel qui peuvent utiliser des mots compliqués parce qu'ils sont dans une spécialité, enfin ils maîtrisent un domaine précis. Donc là, vous pouvez utiliser ces mots-là, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut être patient. Il faut attendre que la personne ait fini sa phrase et ne pas hésiter à reformuler ou à la faire reformuler pour être sûr que le sens est bien passé de part et d'autre. Ne pas infantiliser, c'est ça le problème que l'on peut avoir face à des personnes en situation de handicap intellectuel. Par exemple, un handicap, qui est intellectuel et qui est connu, de la plupart des gens, c'est, la trisomie 21 et du coup, les la société a tendance à, parler à ces personnes-là comme à des enfants, alors qu'ils sont adultes. Donc ne pas hésiter à s'adresser directement à la personne
voire à utiliser le vouvoiement. Il y a avoir un handicap intellectuel, ça peut aussi dire avoir des problèmes de mémoire. Donc, n'hésitez pas à utiliser des supports mémoire, comme des agendas, des photos, des pictogrammes, des images. Enfin, ça marche beaucoup via le visuel. Et les personnes en situation de handicap intellectuel euh, ont des soucis de repérage dans le temps et dans l'espace et de concentration, de prise de décision. Il faut éviter les situations d'incertitude ou d'imprévu. S'il faut qu'ils prennent une décision dans l'urgence, la personne va stresser et ça va pas la mettre bien. N'hésitez pas non plus à ritualiser la routine. Comme ça, la personne a des repères spatiaux et temporels. Tous les jours, à 9 h, je sais que je vais au travail. Voilà, c'est plus facile. Handicap psychique. Vous voyez, avant, c'était vu comme les fous, les aliénés, ceux qu'on mettait en asile. Parce que c'est une personne avec un handicap psychique, c'est une personne qui peut percevoir la réalité d'une façon différente. Donc ça va entraîner des incompréhensions. Ça entraîne des troubles du comportement, de l'humeur. C'est une personne qui peut être subitement agressive ou désinhibée. Par désinhibé, ça veut dire soit avoir recours à l'insulte, soit avoir des tenues pas appropriées, euh, se mettre à nu, par exemple, en société ou des choses comme ça. La personne avec un handicap psychique a aussi des difficultés de prise d'initiative, de concentration, d'expression des émotions. Et l'expression des émotions, c'est la base de la communication. Donc, il faut être patient et naturel avec ce genre, avec ces personnes-là. Il faut rester calme, s'exprimer sans emportement, parce que sinon, s'il sent de la colère ou de l'impatience, la personne peut rentrer dans un cercle vicieux et s'énerver elle aussi. Ne vous étonnez pas si ces personnes ont certaines manies ou besoins. Par exemple, répéter ce que vous venez de dire. Euh, Il y a aussi tout ce qui est TOC aussi, les troubles obsessionnels compulsifs. La personne ne fait pas exprès. C'est une expression de son handicap. Et enfin, éviter le second degré et l'ironie, les ambiguïtés, les allusions, les doubles négations. Essayez d'être clair, d'être précis, parce que comme ils ont une perception de la réalité déformée, ils vont au mieux ne pas comprendre ce que vous vouliez dire, au pire mal le prendre. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de la loi du 11 février 2005. C'est une loi très importante en France. C'est pas la première loi sur le handicap, mais c'est une loi qui a posé pas mal de choses. Déjà, son intitulé entier, c'est la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Égalité des chances, ça veut dire pas de discrimination. C'est le souhait du législateur, de l'État.
Cette loi aussi, elle pose l'accès aux soins, par exemple. Elle pose l'obligation d'emploi. Elle renforce l'obligation d'emploi. Elle pose le droit à la compensation. Donc, tout ce que je vous ai parlé tout à l'heure, compensation matérielle, compensation humaine, euh, ça, ça inclut aussi ce qu'on appelle l'allocation adulte handicapé. Donc, une rémunération, entre guillemets, que la personne en situation de handicap peut percevoir. Cette loi, par le droit à la compensation, fonde aussi les MDPH, donc les maisons départementales pour les personnes handicapées, qui deviennent les interlocuteurs principaux des personnes en situation de handicap. La loi aussi renforce l'accessibilité, le devoir d'accessibilité, donc notamment dans les transports, dans les bâtiments. Quand on parle d'accessibilité, on voit surtout les rampes pour les fauteuils, mais c'est pas uniquement pour les personnes avec handicap moteur. L'accessibilité, c'est aussi pour les personnes avec handicap intellectuel, par exemple, en faisant des phrases courtes et simples. Il y a ce qu'on appelle le FALC, le français facile à lire et à comprendre. Et notamment là, pour le Covid, quand il y a eu des attestations, eh ben, il y avait des attestations en FALC qui étaient faites pour que les personnes avec déficience intellectuelle puissent la remplir elles-mêmes. La loi du 11 février 2005 amène aussi la participation à la vie citoyenne. La personne en situation de handicap acquiert une autonomie j'y arriverai pas à le dire, mais elle peut prendre des décisions. C'est-à-dire que les lois pour les personnes handicapées, les normes, euh, tout ce qui a, toutes ces décisions qui concernent les personnes en situation de handicap ne sont pas plus prises sans elles. La personne en situation de handicap trouve pleinement sa place dans la société et a ce rôle de citoyen. Il y a des commissions qui sont mises en place, etc. Mais sa place est reconnue comme personne à part entière dans la société. Et ceci se retrouve aussi dans le dynamisme des associations dédiées, donc comme l'APF, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, l'association des paralysés de France. Alors, cette loi en 2005 a ouvert pas mal de choses, mais il y a encore du travail à faire. Au niveau de la société d'aujourd'hui, par exemple, en 2019, le taux de chômage des personnes en situation de handicap atteignait 18%, qui est à peu près le double de la moyenne nationale. En 2017, le taux d'emploi de personnes en situation de handicap était seulement de 3,5% au sein des entreprises du secteur privé. Alors que je vous rappelle qu'il y a une loi qui a été faite qui imposait un quota de 6% minimum de personnes en situation de handicap. Donc, on est encore loin de tout ça. Le gouvernement, pour essayer d'améliorer la situation, développe l'apprentissage à destination des personnes en situation de handicap, par exemple. Au niveau des démarches administratives, je vous ai dit que maintenant c'était la MDPH, la Maison départementale des personnes en situation de handicap, qui était qui était leur interlocuteur. Et ben pour faire un traitement de démarche administrative, comme demander une aide financière, c'est en moyenne 4 mois. Donc aide financière, orientation scolaire, carte de stationnement, c'est des choses
dont la personne a besoin tout de suite. Et 4 mois, c'est très long. Surtout que, il y a des personnes qui sont atteintes d'un handicap irréversible. C'est-à-dire que, leur handicap, elles vont l'avoir toute leur vie. Il va pas évoluer, il va pas s'améliorer, encore moins. Et dans les dossiers administratifs, en fait, la personne doit renouveler tous les 3 ans. Elle doit aller chez son médecin pour remplir un dossier, hyper long, hyper énorme et ça leur met un handicap encore plus puisque, remplir toutes ces choses administratives alors qu'il y a pas d'évolution de la situation, ça ne les aide pas du tout. Alors, il y a un principe de droit à vie qui est censé avoir été, censé être entré en vigueur en 2019, mais c'est pas appliqué, partout et donc l'État souhaite un délai de 3 mois maximum pour une demande, d'aide, quel que soit le département. Donc il essaye, l'État commence à mettre en place des subventions pour, arriver à cet objectif. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'AAH, donc l'allocation adulte handicapé. Pour une personne seule, ça s'élève à 900 € maximum. Elle est versée sous condition de ressources. Pour information, actuellement, elle est versée à 1,2 million de personnes en situation de handicap. Alors que, tout à l'heure, je vous ai dit qu'ils étaient 12 millions en France. Et en ce moment, il y a des débats au Parlement parce que, cette allocation-là est reliée au revenu du conjoint. C'est-à-dire que, si, le conjoint, touche, trop et beh, le montant de l'allocation est, diminué. Donc la personne en situation de handicap se retrouve dépendante de son conjoint. Donc c'est des revendications que les associations sont en train de porter. Et enfin, un dernier chiffre, pour la situation, dans la société d'aujourd'hui, c'est qu'il y a, 361 000 élèves en situation de handicap, à la rentrée de septembre 2019, qui sont, dans les écoles françaises, dont 87 qui sont scolarisés à temps plein. C'est-à-dire qu'ils ne bénéficient pas, d'aménagement, qui ne doit certains enfants, ne peuvent pas aller tout le temps à l'école parce qu'ils n'ont pas, d'accompagnateur, en permanence. Donc le gouvernement, pour les aider, a, annoncé la création de postes d'AESH, donc les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Il y a 11 000 postes qui sont créés, mais c'est, pas assez. Et au niveau de l'accessibilité, 67 des personnes en situation de handicap, disent qu'elles ont des difficultés à se déplacer en ville, que, les infrastructures sont toujours pas ou peu accessibles et que les villes ont du retard, accumulent du retard pour mettre aux normes les espaces publics. Il y a notamment, les trottoirs qui sont trop hauts, les portes étroites, les rampes d'accès, qui, sont, beaucoup absentes dans les lieux publics et les obstacles sur la voie publique. Donc pour conclure, c'est que, tout passe par, allez-y, discutez avec la personne. N'ayez pas peur, parce que comme, le dit Henri-Jacques Sticker, sur le fond d'une intention louable, on peut être tenté d'oublier la différence.
tout aussi bien que la souffrance et la spécificité d'expérience. Pour moi, ça veut dire que c'est bien beau de théoriser, mais que l'essentiel reste de discuter avec la personne, car chacun est unique. Et si cette initiation, cette introduction vous a donné envie d'en savoir plus, s'informer, c'est agir déjà. Et donc, n'hésitez pas à aller voir les associations dédiées. Donc, il y a, par exemple, pour le handicap moteur, il y a APF France Handicap. Pour le handicap mental et psychique, il y a l'UNEPEI. Il y a la page aussi. Pour les aveugles, il y a l'association Valentin Oui. Il y a des associations qui regroupent aussi bien des personnes en situation de handicap que des aidants, que des bénévoles. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Voilà. Merci.